Alors, en attendant encore 2 minutes que d'autres participants se connectent, je vais vous proposer 2 petites choses pour faire connaissance. Tout d'abord, d'indiquer dans le chat d'où vous venez, parce que du coup, a priori, des personnes qui viennent d'un peu toute la France, voire même la Suisse, d'une part, et d'autre part, je vais vous proposer un petit sondage. Pourquoi? Hop. Voilà, grosso modo, c'est savoir un peu votre profil. Est-ce que vous êtes un citoyen, une association, une entreprise mécontente de l'offre actuelle de votre ligne, un élu local qui se demande comment il pourrait agir, un professionnel qui croit dans le ferroviaire et qui voudrait favoriser des dynamiques locales, ou un passant intrigué. Voilà, donc je vous laisse répondre au petit sondage et indiquer dans le chat d'où vous venez. Puis on voit que du coup déjà ça, pas mal de Toulousains, bien sûr, qui me connaissent pour un certain nombre, autour d'une petite équipe autour de l'Étoile de Veynes. Lausanne, bonjour Yann. J'ai vu Paris. Et normalement, il doit y avoir quand même des gens qui arrivent, qui sont d'ailleurs. On verra bien, en tout cas pour le sondage. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'élus qui sont arrivés, mais effectivement, du coup, ce webinaire s'adresse à une diversité de publics, des citoyens, des professionnels, des élus, qui tous peuvent avoir la même problématique de savoir comment on pourrait agir pour avoir plus de trains. Et donc, ce que je vais vous proposer, pourquoi ce webinaire, pourquoi Ferrovia démocratique? D'abord parce qu'en fait, on a d'un côté une offre ferroviaire qui est souvent décevante, pour ne pas dire plus, malgré les efforts des uns et des autres, malgré la communication. Dans les faits, on est loin d'avoir en France un système ferroviaire qui offre un service régulier, performant partout. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, des citoyens, des associations, des élus, des professionnels qui voudraient agir pour avoir plus de trains sur leur territoire, mais ils se retrouvent confrontés à 3 difficultés principales. Une complexité technique qui sert souvent d'argument d'autorité. C'est pas possible, on va l'étudier, circuler, il n'y a rien à voir. Une complexité politique aussi, avec des responsabilités partagées entre plusieurs acteurs puissants, État, région, SNCF et encore SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, et plusieurs acteurs qui s'affichent tous comme volontaristes et qui ont plutôt tendance quand même aussi à se renvoyer la balle entre eux. Et une difficulté en fait à savoir comment agir pour sortir du débat initié, obtenir des avancées concrètes, parce qu'il ne suffit pas de se mobiliser à quelques-uns pour obtenir des décisions positives. Alors ces difficultés, elles peuvent être mal vécues quand on est un acteur local qui veut plus de trains. Ça ne veut pas forcément dire que les acteurs décisionnaires sont de mauvaise volonté, qui n'écoutent pas, mais pour eux aussi, c'est complexe. Et du coup, ils ont tendance à essayer de limiter le débat entre eux. Voilà. Et donc, du coup, on peut avoir le sentiment, quand on est un usager, un élu local, une association, une entreprise aussi,
d'avoir un sentiment d'impuissance, voire de frustration, parce que on n'arrive pas à un sentiment de ne pas arriver à se faire entendre, à obtenir des avancées positives. Et du coup, on peut même avoir du mal à l'expliquer à ses concitoyens. Pourquoi des choses qui paraissent simples que vous portez, comme cadencer toute la journée, avoir des trains le soir, le week-end, pourquoi des choses qui paraissent simples ne sont pas entendues? Et donc, l'idée, c'est de réfléchir à une méthode un peu différente de comment on peut agir de manière constructive, pas forcément de manière frontale, de manière constructive, pour essayer de faire bouger les lignes et obtenir des avancées concrètes. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Benoît Lanus, j'ai été urbaniste en collectivité pendant plus d'une quinzaine d'années. J'ai créé en 2018 une association qui s'appelle Rallumons l'étoile, qui milite pour la création d'un RER toulousain qui soit complémentaire des TER et du métro. Voilà, c'est aujourd'hui une association qui réunit plus de 800 adhérents individuels, une trentaine de communes de tous bords politiques, des associations comme l'association de Pieds de Roue, des cyclistes, de France Nature Environnement, et aussi des entreprises, dont le MEDEF de Haute-Garonne et la CPME de Haute-Garonne, un alliage très original qui est aujourd'hui a réussi à créer un consensus transpartisan sur la nécessité d'un RER toulousain et qui est devenu un acteur incontournable du débat sur ce sujet-là, reconnu par les différents acteurs. Et ce que je me suis dit, c'est que ce qu'on avait réussi à faire à Toulouse, on devait pouvoir réussir à le faire aussi ailleurs, pour faire bouger les lignes ailleurs. Et c'est pour ça que du coup, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure de quitter la fonction publique pour créer Ferroviaire démocratique, pour essayer d'accompagner des acteurs qui, eux aussi, veulent faire bouger les lignes chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce webinaire? Je vais commencer par vous présenter les principes de cette méthode qui est issue de l'expérience avec Rallumons Étoile, mais aussi mes autres expériences comme associatif et urbaniste, qui se résument en 3 volets: identifier des demandes réalisables et compréhensibles, construire une large mobilisation transpartisane et avancer pas à pas avec méthode et pragmatisme. Et puis après, j'expliquerai comment peut-être Ferroviaire démocratique pourrait vous aider, vous, dans votre territoire par rapport à vos problématiques. Et on terminera par une séance de questions-réponses. Et du coup, vous pouvez d'ores et déjà, au fur et à mesure, poser des questions dans le module questions qui se trouve en bas à droite. Posez vos questions, mais aussi votez pour, si quelqu'un a déjà posé une question qui vous intéresse, vous pouvez mettre un petit plus qui fera que la question montera dans la liste. Voilà. Et alors du coup, un petit truc pour dire, il faut que vous restiez jusqu'au bout. Il faut que vous restiez jusqu'au bout parce que même si en fait vous dites j'ai pas de moyens, en fait Ferroviaire démocratique peut-être quand même vous aider. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Et enfin, je vous donnerai aussi un petit bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, du coup, les principes de... Commençons par la question d'identifier des demandes réalisables et compréhensibles. Pourquoi ça? Et c'est une question d'approche. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'obtenir une victoire sur un grand projet, entre guillemets, techniquement complexe, long à mettre en œuvre, car cela réduit le débat à des initiés. Il est plus facile, au contraire, d'obtenir de premières victoires sur des questions pragmatiques, faciles à mettre en œuvre, compréhensibles par tous, dont en plus on peut discuter plus aisément avec les décideurs, mais aussi avec leurs experts. Et alors, je voudrais prendre l'exemple d'une question qui est souvent en levier, c'est la question du cadencement. Comme vous le savez sûrement, il y a plein de lignes où en fait l'offre est assez erratique dans la journée. Il y a quelques trains le matin, quelques trains le soir, un petit peu en journée, mais en fait vraiment le soir, il n'y en a plus. Le week-end, il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est le cadencement? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir des trains réguliers toute la journée de manière lisible,
toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, mais tout le temps, qui passe tout le temps à la même minute. Et donc, vous avez, par exemple, si vous avez un train cadencé à l'heure et qui passe à la minute 3, à 6h03 dans votre gare, vous savez qu'il passe à 7h03, à 8h03, à 9h03, à 10h03, etc. Et donc, ça, c'est souvent une question où on peut se dire, ah, il y a des trous aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait les remplir? Alors, je voulais prendre l'exemple d'une ligne qui se trouve à Toulouse, des trains qui font des navettes entre Colomiers, qui est la deuxième ville d'agglomération, et Les Arènes, qui est une gare secondaire de Toulouse, et sur lequel vous avez 2 rames qui circulent dans la journée. Une qui fait des allers-retours toute la journée, de 6h à 21h, et une qui fait 4 allers-retours le matin et le soir. Et donc, on voit les allers-retours là, sur la petite grille, mais ce que je voulais signaler le plus, c'est que quand on regarde finement la grille, on s'aperçoit qu'on n'a pas de train avant 6h du matin, pas de train après 21h. On se trouve quand même, Colomiers, c'est 40 000 habitants, et c'est limitrophe à Toulouse qui en fait 480 000. Et entre les deux, à 21h, il n'y a plus de train. Les trains bleus, ils sont à peu près réguliers, sauf que normalement, ils partent à la minute 55 de Colomiers, et à certaines heures, ils partent à la minute 45. Donc même l'offre qui est la plus régulière, vous ne pouvez pas vous dire, vous habitez à Colomiers, je sais que mon train il part à 55, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis enfin, il y a une spécificité française qui est totalement incompréhensible à mon sens, qui fait râler beaucoup de monde, c'est la coupure de 2 heures certains jours. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le train qui est entouré en rouge, il circule que le lundi, le vendredi, mais pas le mardi, pas le mercredi, pas jeudi. Pourquoi? Parce que SNCF Réseau, sur tout le réseau français, à part à Paris, coupe la circulation à certains horaires dans la semaine pour faire la surveillance visuelle du réseau. Au lieu de faire la nuit, ils le font le jour. Et donc, même l'offre bleue, vous n'êtes pas assuré qu'il y aura une offre toute la journée. Oui, Yann, il y aura un replay, vous le recevrez d'ici lundi. Donc, alors que, du coup, ces 2 rames-là peuvent tout à fait circuler toute la journée. On pourrait tout à fait avoir optimiser la maintenance des rames et des voies pour qu'elles soient réalisées plus la nuit et le week-end, et avec les mêmes rames, offrir plus 70% d'offres toute la journée. Et ça, cette démonstration qu'on fait là sur un exemple, on peut le retrouver à plein d'endroits. Parce que en France, les rames régionales font en général 2 fois moins de kilomètres par an qu'en Allemagne. Parce qu'on les fait circuler, pour certaines, qu'aux heures de pointe. Et avec des temps où les rames restent bloquées plusieurs heures dans les gares avant de repartir. Et donc, si on voulait regarder quel est l'intérêt de cette offre cadencée, bon, bien sûr, il y a une offre quelque chose qui apparaît évident, c'est que s'ils avaient des trains réguliers, c'est beaucoup plus attractif pour les usagers. Mais il y a quelque chose qu'on ignore et qui n'est pas très intuitif, c'est qu'on peut avoir une meilleure offre qui ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que dans le ferroviaire, ce qui coûte le plus, ce sont les rames et les voies. Il y a beaucoup de coûts fixes. Que vous fassiez circuler les trains ou pas, ils vous coûtent. Et donc, faire circuler plus les trains qu'on a déjà, sur les voies qu'on a déjà, ça coûte un peu plus de personnel, un peu plus d'entretien, un peu plus de péage. Mais si vous avez une offre régulière, en général, ça augmente fortement la fréquentation et donc les recettes. Et grosso modo, le surplus de dépenses est compensé par le surplus de recettes. L'offre reste au final déficitaire, mais pas plus une offre régulière, pas plus qu'une offre irrégulière. Troisième avantage, donc voilà, ça c'est l'exploitation à coût marginal, c'est ce qui existe en fait partout ailleurs en Europe. Partout, on travaille plutôt sur les offres cadencées. Et nous, vraiment, en France, on a cette maladie de ne pas réfléchir cadencement. Dernier avantage, c'est qu'autour d'une offre de train cadencée, on peut réfléchir à organiser la vie du territoire sur le même rythme. Si vous avez un train cadencé toutes les heures, vous pouvez faire en sorte que avoir des bus, même dans les territoires peu denses, des bus cadencés toutes les heures,
qui arrive systématiquement avant que le train arrive et qui repart juste après. C'est ce qui est fait en Suisse, par exemple. Mais cette ligne de bus, elle servira pas seulement pour arriver au train, mais elle pourra aussi se permettre pour se déplacer entre les différentes communes. Et donc, si vous avez des bus cadencés à l'heure qui irriguent votre territoire, vous pouvez avoir les enfants qui vont à leurs activités scolaires ou extrascolaires en bus. Vous pouvez avoir les personnes âgées qui vont accéder chez le médecin, faire leurs courses, etc., etc. Alors du coup, si vous voulez regarder chez vous, qu'en est-il de votre ligne, il y a un petit exercice qu'on peut faire déjà pour commencer à y voir un peu clair, c'est regarder est-ce que l'offre actuelle se situe dans une trame régulière. Dit autrement, est-ce que si vous regardez les trains qui partent de votre gare et vous apercevez que certains partent toujours à la même minute ou à peu près, parce que des fois, la SNCF, c'est à peu près. Des fois, il part à 5, des fois à 6, des fois à 7, des fois à 4, mais on voit qu'il y a une trame régulière. Et donc, a priori, ça semble on doit pouvoir cadencer facilement la ligne. Si ça n'est pas le cas, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas cadençable. C'est juste qu'il faut regarder un peu plus pour comprendre pourquoi ça ne s'inscrit pas dans une trame. Donc, et ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire pour se dire, est-ce que là, on n'a pas une demande qui pourrait être techniquement facilement réalisable et qu'on pourrait porter? Bien sûr, ce n'est pas le seul levier, et du coup, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier techniquement les différents leviers pour après essayer de voir comment on peut les prioriser, essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de suite, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais ce qui peut se faire dans les prochaines années, c'est en partant de l'existant, parce que faire des projets, des gros travaux, c'est coûteux et c'est plus long à programmer, donc c'est pour plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en occuper de suite, mais du coup, pour créer la dynamique ou pour obtenir des travaux plus importants, il peut être intéressant de voir si on ne peut pas gagner des choses en optimisant l'existant, parce que chaque année, on modifie, on fait évoluer l'offre, parce que le contrat plan État-région 2023-2027, son volet mobilité doit être revu d'ici l'été, et parce qu'il y a des élections. Ça peut être aussi des leviers importants où on met en face le levier technique, le calendrier technique et le calendrier politique pour faire bouger les lignes. Deuxième principe, construire une large mobilisation transpartisane. Alors là, du coup, quelle est l'approche? C'est que quand on fait une mobilisation contre, avec un discours très tranché, ça peut faire peur à beaucoup de soutiens potentiels. Et du coup, ça limite l'impact sur les décideurs. On peut être dans son bon droit, on peut avoir raison d'être très agacé, très révolté, mais dans les faits, ça limite les forces. Alors qu'essayer de construire une mobilisation avec une approche constructive, transpartisane, peut rassembler plus de soutien et, in fine, peser plus sur les décideurs. Voici pourquoi, du coup, l'idée, c'est de voir comment construire une mobilisation, une large mobilisation. Ça, on peut le voir ici sur ce petit schéma. Souvent, en fait, il y a plein d'acteurs qui, séparément, peuvent interpeller les décideurs. Alors, pour ça, j'ai mis dans un même package, on verra après. Et donc, vous pouvez avoir les citoyens qui écrivent, vous pouvez avoir des collectivités locales, des élus, des associations. Mais quand chacun intervient avec ses faibles moyens, y compris les élus de communes moyennes, face à un président de région, vous ne posez pas grand-chose. Même une entreprise. Nous, on a ici une adhérente qui a 4000 salariés. Elle s'est beaucoup battue pour se faire entendre, mais à l'échelle de la grande agglomération toulousaine, elle ne pesait pas grand-chose. Et donc, souvent, ils y vont faire demande de manière gentille, de manière moins gentille, mais avec peu d'effet sur les décideurs. Et l'idée de la coalition, c'est essayer de rassembler, de ne pas aller à la confrontation, mais d'envelopper pour petit à petit un peu encercler et essayer de créer les conditions pour obtenir des décisions positives. Alors pour ça, pour arriver à faire ça, ça va être important de crédibiliser une posture constructive et transpartisane. Et ce n'est pas le plus facile. Pas le plus facile parce que ça nécessite du temps, ça nécessite des efforts, ce n'est pas forcément naturel. Notamment quand on a des engagements militants depuis un certain temps, on peut avoir tendance à
voilà, à monter au front, à juste raison, à y mettre de son cœur. Mais pour arriver à rassembler une coalition large, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments. Il faut permettre aux différents acteurs de soutenir un projet commun pour des raisons différentes. Certains vont vouloir plus de trains pour des raisons écologiques, d'autres sociales, d'autres pour desservir leur entreprise, parce qu'ils ont du mal à recruter et à faire venir leurs salariés. D'autres, parce ils veulent faire quelque chose avant les élections. D'autres, c'est parce que le voisin de l'autre commune, le maire de l'autre commune a fait quelque chose, donc il veut faire quelque chose. Il ne s'agit pas de juger. Si on veut rassembler, il faut permettre à chacun de soutenir son projet commun. Et donc, du coup, de mettre en valeur le projet et de laisser plus de latitude pour soutenir pour des raisons différentes. Pour construire cette coalition large, il faut aussi, du coup, avoir une posture constructive vis-à-vis des décideurs, d'ouverture, de discours policés, de compréhension des contraintes, parce que ça va permettre aussi à certains de vous... Certains ont peur, et des fois en anticipant, mais des fois de manière réelle, des grands élus n'aiment pas forcément, même volontaristes, n'aiment pas tous qu'on vienne leur dire que ce qu'ils font n'est pas parfait. Et donc, du coup, d'être dans une position constructive permet d'être dans une position plus tranquille et apaisée. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de communication, il va falloir travailler à la fois sur le discours, mais aussi sur la perception. Et c'est pas facile là aussi non plus, parce que vous pouvez avoir l'impression d'avoir un discours clair, vous pouvez dire je suis transpartisan, mais pour que les différents acteurs, à commencer par les journalistes, les élus, etc., arrivent à cette perception-là, ça se travaille. Et le dernier point, du coup, qui permet de crédibiliser cette posture constructive, c'est de veiller à l'équilibre des soutiens. Vous avez un élu de gauche qui monte au créneau, il en faut un de droite. Vous avez un syndicat, il faut qu'il y ait une entreprise. Arriver comme ça à mettre en musique pour montrer la crédibilité de votre posture. Rassembler une large coalition a quand même aussi un intérêt, c'est que ça permet de mutualiser des ressources. Et en rassemblant des acteurs différents, vous pouvez rassembler des ressources différentes. Par exemple, l'argent ne va pas venir des citoyens. Ça peut venir un peu, mais ce n'est pas ça que les citoyens, même très nombreux, amèneront le plus. Par contre, les citoyens seront souvent des bénévoles. Pas tous, mais vous pouvez tirer du coup pas beaucoup de ressources humaines des citoyens, et puis plus vous en aurez, plus aussi en termes politiques, vous allez pouvoir en avoir, parce que ça permettra d'avoir du monde aux manifestations, ça permettra d'avoir des relais qui vont interpeller les élus, etc., etc. Les communes, elles ne vont pas vous amener des ressources humaines. Par contre, elles peuvent vous amener des ressources financières. Et quand on arrive à rassembler comme ça un grand nombre d'acteurs différents, eh bien, on peut se donner les moyens, du coup, de faire des actions qui ont du poids. Et donc, pour Allumons l'étoile, donc je vous l'ai dit, c'est une association assez originale qui rassemble des acteurs très différents, pour certains qui n'ont pas du tout l'habitude d'être ensemble. Et bien, du coup, Rallumons l'étoile aujourd'hui, c'est un budget de 60 000 euros. C'est un salarié pour appuyer l'action des bénévoles. Et c'est grosso modo, les bénévoles, c'est au moins 70 heures par semaine. Pour vous donner une idée, je vous ai indiqué là notre grille des cotisations. Chez les citoyens, nous, l'adhésion est à 2 euros. Pour que ce soit facile pour tout le monde, parce qu'on a fait pas mal beaucoup de stands dans des marchés de plein vent. Et donc, l'adhésion à 2 euros permet de faire monter plein de gens dans le train. On laisse la possibilité que pour les gens donnent plus, mais 2 euros. Pour les communes, on a mis en place un système avec un prix par habitant qui dépend de la proximité des gares existantes ou potentielles, parce que nous, on défend la création de pas mal de gares. Et donc, si vous avez la moitié de la population qui est à moins de 2 km de la gare existante ou potentielle, c'est 50 centimes par habitant. Si la moitié de la population est à moins de 5 km, c'est 35 centimes. Et au-delà de 5 km, c'est 20 centimes. Voilà. Et pour les entreprises, on a fait des forfaits, 50, 100, 150, 200, en dessous de 100 salariés. Et après, fonction du nombre de salariés au-dessus,
sont un montage un peu plus complexe, mais plus rare aussi. Troisième principe, avancer pas à pas avec méthode et pragmatisme. Alors, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que, et ça rebondit un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il est quasiment impossible d'obtenir une grande victoire en cherchant de suite une grande bataille. Car nous avons rarement les moyens de la gagner. Et du coup, il faut essayer de rendre possible cette grande victoire en gagnant d'abord des petites victoires qui permettront progressivement d'accroître ses forces et de créer les conditions de nouvelles victoires. Voici un peu pour l'idée générale. Parce que, et du coup, je sais qu'il y a quelques personnes là-dedans qui suivent le webinaire et qui ont de longues expériences aussi. Vouloir obtenir plus de trains pour desservir son territoire, eh bien, c'est une campagne au long cours avec des moments où ça semble avancer dans le bon sens, des moments où ça stagne, des moments où des fois ça peut, on peut avoir l'impression de reculer. Donc c'est pas facile. Et du coup, l'idée c'est d'utiliser les fenêtres d'opportunité qu'on peut avoir pour rythmer tout ça, les élections bien sûr. Et dans les prochaines années, on va voir 2026 les municipales, 2027 les présidentielles et législatives, 2028 pour les régionales et départementales. Et du coup, qu'est-ce que les élus auront, qu'est-ce qui sera fait d'ici là? Et du coup, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? On a des agendas que j'appelais technico-administratifs, je le disais tout à l'heure. Le volet mobilité des contrats plans État-région 2023-2027 qui va permettre de flécher les principaux investissements sur le ferroviaire pendant les prochaines années, doit être finalisé d'ici l'été. Donc, il y a des choses très importantes qui se jouent chez tout le monde d'ici cet été. Et puis, chaque année, du coup, il y a ce service annuel du ferroviaire où chaque année, à la mi-décembre, les horaires du ferroviaire changent partout en Europe et où les régions, notamment pour les trains locaux, doivent faire des demandes de circulation à SNCF Réseau avant la mi-avril. Donc, grosso modo, là, pour 2024, les régions ont jusqu'au 10 avril pour faire leur demande de circulation supplémentaire pour l'année prochaine. Après, c'est quasiment impossible. Donc, du coup, il va y avoir des chances comme ça. On va essayer de... Ah, là, on a un mois pour faire bouger les lignes ou c'est trop tard. Et après, on aura... de toute façon, il faudra attendre l'année prochaine. Donc, on pourra se préparer et réfléchir comment on se prépare pour faire bouger les lignes d'ici la mi-avril de l'année prochaine pour 2025. Et donc, ça veut dire que cette campagne au long cours, on va essayer de la segmenter en actions, en campagne, pour viser des victoires à chaque fois. Et les victoires, ça peut être des victoires de prise de position des décideurs, mais ça peut être, ne serait-ce que comment créer une première dynamique, arriver à faire un premier événement populaire, arriver, voilà. Et donc, pour avoir des périodes positives où on peut se dire, ah, ça on a gagné, ça on a avancé, c'est positif, on peut regarder l'étape d'après, mais on n'a pas l'impression d'être dans un long désert à faire son chemin de croix. Et c'est important pour les bénévoles, pour les élus qui vous soutiennent. C'est important d'avoir le sentiment d'avancer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir comme ça en segmentant et avec des actions successives qui permettent d'avancer. Et avec, à chaque fois, du coup, on va se dire qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir, comment, quel levier on peut avoir et mener des actions. Autre élément important, c'est la question de la cartographie des acteurs. Parce que vous pouvez avoir des faux amis. Vous pouvez avoir des élus, des acteurs qui ont des moyens, qui peuvent être sensibles à votre demande, mais qui ne vont pas être prêts à bouger de suite. Et pour ça, je vais vous présenter la courbe de l'innovation d'un chercheur qui s'appelle Rogers. C'est celle en orange. Et cette courbe, il dit que pour les innovations, bon, il y a ceux qui vont penser les innovations, qui ont des idées, qui sont très minoritaires. Il va y avoir ce qu'il appelle les adopteurs précoces, qui peuvent, dès qu'ils voient une innovation, quelque chose d'intéressant, et en fait, ils vont réagir de suite et dire « Banco, c'est cool, j'y vais ». D'autres, mais ça c'est pas suffisant pour diffuser une innovation. Et après, il y a ce qu'on appelle la majorité précoce. C'est ceux qui vont être ouverts,
mais qu'il va falloir convaincre un peu plus. Mais si vous arrivez à les convaincre et qu'ils voient que d'autres ont déjà fait le pas, ils vont y aller. La majorité tardive, c'est ceux qui vont bouger que vraiment quand l'innovation sera bien diffusée. Et les retardataires, ils viendront après. Et du coup, c'est une erreur par rapport aux acteurs qui peuvent être concernés par le projet que vous portez, d'essayer d'aller de suite voir des acteurs qui, en fait, ne seront pas prêts à bouger de suite. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cartographier ces acteurs en fonction de leur soutien au projet et de leurs ressources. Et donc, c'est là qu'on voit que les acteurs 3-4 qui ont beaucoup de poids, c'est des faux amis. Ce que vous avez intérêt à faire, vous, si c'est vous le 1, si c'est vous qui êtes prêt à impulser une dynamique, c'est d'abord d'essayer de mobiliser les deux. Faire en sorte que ceux qui sont sensibles à votre projet en deviennent des ambassadeurs et donc de les ramener chez vous d'abord. Et après, quand vous aurez créé cette dynamique-là, vous pourrez vous attaquer aux 3 pour essayer de faire monter d'abord, bouger la majorité précoce. Et si vous faites ça, en fait, vous aurez déjà gagné la bataille. Culturellement, des fois, il faudra un peu plus de temps après parce que le ferroviaire, c'est long. Mais du coup, certains bougeront quand vous aurez fait bouger tout le monde. Si vous avez des acteurs 1, 2, 3 qui deviennent des ambassadeurs, si d'autres qui étaient mous, sensibles, ne sont pas ambassadeurs, mais deviennent ouvertement favorables au projet, ça crée une majorité et du coup, les autres vont bouger. Et donc, c'est ça où on va essayer de faire les choses de manière aussi construite et pas de s'épuiser à essayer de faire bouger certains acteurs qui ne se bougeront pas tant qu'il n'y a pas une dynamique. Autre petit principe qui est important, que beaucoup connaissent, enfin, moi j'ai une longue expérience associative, et donc du coup j'ai fait beaucoup ça. Une démarche classique, on a des petits moyens, on fait des petites actions, mais du coup on a peu de soutien, peu de résultats, et c'est un cercle vicieux. Et vous avez beau être motivé, y passer beaucoup de temps, d'énergie, mais en fait vous tournez quand même beaucoup en rond. Et la démarche qui est proposée, c'est de se dire, si on a des objectifs ambitieux, il faut des actions importantes. Et de faire des actions importantes, ça entraînera de nombreux soutiens et donc des moyens. C'est pas intuitif, et moi je peux le dire parce que du coup, l'idée ne vient pas de moi au départ, mais du coup de la diversité des personnes qu'on avait au sein de Rallumons l'étoile, et plutôt de quelqu'un qui avait un profil start-up et qui nous a bousculé de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que nous, quand on a fait des actions, après, au tout début de Rallumons l'étoile, on a engagé des actions, on n'avait même pas le budget pour les payer. Mais de les faire, ça fait en sorte que certains soutiens nous ont rejoints. Alors, par exemple, on a fait des réunions publiques filmées et retransmises en direct. Filmer une réunion publique, alors ça coûte de l'argent. Nous, on avait 3 caméramans, c'était 1 300 €, et encore parce qu'on avait un prix d'amis. Mais faire une réunion publique filmée, ça veut dire que vous avez mis de l'énergie pour faire une réunion publique, faire venir du monde, et ça aura 2 avantages. L'un, c'est que d'autres pourront voir la réunion plus tard, c'est une chose. Mais 2, c'est que ça met une pression supplémentaire par rapport aux institutions. Vous ne pouvez pas avoir un élu qui dit bleu à votre réunion publique devant 50 personnes, qui dit violet le lendemain et qui dit vert 3 mois après. Quand c'est filmé, ça dramatise et ça fait que ce qui est dit est dit. Et on l'a dans la boîte. Donc du coup, ça donne beaucoup plus d'enjeux à une réunion publique. Et tant qu'à faire une réunion publique, du coup, autant la faire comme ça pour essayer de faire en sorte d'avoir des prises de position plus importantes. Deuxième type d'événement, nous, on a fait, à la fin de la première année de Rallumons l'étoile, on a organisé un train inaugural. C'est comme milité pour qu'il y ait des trains qui traversent l'agglomération, qui ne fassent qu'une halte à la gare centrale à Toulouse-Matabio et qui relient le nord et le sud-est. Et pour le faire, on a affrété un train, une association qui s'appelle Train Historique, qui a des vieux trains. Donc, on a affrété leur train. On a mis aussi la caméraman,
groupe de musique, 300 personnes qui étaient là, des élus, des citoyens, etc. Un super événement qui, du coup, a intéressé France 3, qui nous a mis au menu du journal du soir. Et pourtant, voilà, ça, c'était une action qui a coûté 9 000 € à l'époque. Et on n'avait pas du tout les 9 000 € quand on a lancé l'action. Mais de lancer cette action, ça a fait que notamment plusieurs communes nous ont rejoints et qu'on a été capable de se le payer. Alors, donc c'était une prise de risque, mais prise de risque qui a contribué fortement à la dynamique, à lancer la dynamique. Autre type d'action, beaucoup moins coûteuse et plus simple pour certains, c'est de mobiliser les acteurs autour d'un manifeste ou d'un vœu. Donc nous, on a fait ça pour les élections municipales, on avait fait un petit vœu, manifeste pour un RER toulousain, une page de texte, un schéma, et on avait fait 9 petites vidéos pour expliquer chaque phrase du manifeste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et ce manifeste, on l'a fait signer par plus d'une centaine de listes dans 75 communes de la grande agglomération toulousaine. Et au final, aujourd'hui, en vert, vous avez les 64 communes qui sont dirigées par une majorité qui avait signé ce manifeste. Ces 64 communes, elles représentent 400 000 habitants, quasiment le poids de Toulouse. Voilà. Et donc, ça a permis de contribuer et de dire, voilà, il y a un consensus, sachant en plus que du coup, les élus qui se sont engagés au moment des élections municipales, du coup, sont beaucoup plus sensibles quand vous les revenez les voir après pour leur dire, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous adhérez, est-ce que vous prenez position sur autre chose. Voilà, ça crante, et alors que c'est un geste qui n'est pas très compliqué à faire pour eux et qu'on est en train de reproduire avec un vœu, là, pour une première phase du RER toulousain, qui a été qui a été voté par une trentaine de conseils municipaux et d'intercommunalités, y compris par Toulouse Métropole et le maire de Toulouse. Dernière action sur laquelle je voudrais insister, c'est que les institutions ne sont pas un bloc monolithique. Et donc, pour avancer, il faut, voilà, il y a des parties grand public et des parties qui sont plus confidentielles. C'est comment construire des partenariats avec et au sein des institutions. Et le travail de cartographie des acteurs, en fait, il doit se faire aussi à l'échelle des différentes institutions. Dans une région, vous avez des élus, vous avez des services, et donc petit à petit, essayer de voir qui est sensible, qui peut être un allié, pour essayer petit à petit de faire bouger les lignes au sein des institutions. Voilà, donc du coup, ce que je voulais vous présenter, c'est ces principes de la méthode que je propose pour agir de manière constructive, qui doit faire trouver de l'écho chez les expériences de pas mal de monde. Mais il s'agit d'avoir, voilà, une méthode un peu complète et de l'appliquer de manière systématique et travailler, identifier des demandes réalisables et compréhensibles, construire une large coalition et avancer pas à pas avec méthode et pragmatisme. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires du coup que j'ai pas du tout le temps de lire, et je vous invite à ne pas hésiter pour les questions, à les mettre dans le module questions pour qu'on puisse tout à l'heure les regarder ensemble. Alors du coup, vous allez me dire maintenant, mais est-ce qu'une telle méthode est applicable sur mon territoire? C'est bien joli ce que vous avez fait à Toulouse, c'est bien, mais chez moi, c'est pas possible, ou on a déjà essayé des choses, etc., etc. Alors qu'est-ce que Ferroviaire Démocratique pourrait faire pour vous? Alors, ce que je voudrais lancer et tester, c'est voir si une mission exploration pourrait vous permettre d'évaluer le potentiel et impulser une première dynamique chez vous. Alors, qu'est-ce que j'entends derrière une mission exploration? L'idée, c'est d'avoir un peu 3 zooms rapides sur analyse technique express, cartographie des acteurs, esquisse de plan d'action, et d'avoir à côté aussi un petit module basé sur les choses que je viens de vous présenter, mais de manière un peu plus tranquille pour que ce soit accessible à des gens qui ne sont pas du tout initiés au sujet, pour commencer à balayer les sujets et à la fin organiser un atelier collectif avec les acteurs qui ont été identifiés, rassemblés, ou une réunion publique pour se dire, avec tels éléments, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin?
Voilà. Donc, du coup, l'idée, ce que pour apporter une telle mission, c'est d'une part des avancées concrètes, d'arriver à évaluer le potentiel d'action sur votre territoire avant d'aller plus loin, être capable de premiers échanges avec les acteurs décisionnaires, parce qu'on a commencé à avoir un peu de matière posée et on peut être déjà un premier collectif d'acteurs. Et aussi, ces avancées concrètes, d'avoir une mission qui est confortable pour vous. C'est-à-dire, c'est pouvoir s'appuyer sur un expert tout-terrain qui sait à la fois discuter de ferroviaire avec les experts du ferroviaire, à la fois discuter avec des élus, avec des journalistes, avec des militants associatifs, et qui peut comme ça vous aider à toucher les différentes dimensions d'un tel projet, d'une telle action. Deuxièmement, qui me semble moi très important, c'est arriver à disposer de rendus compréhensibles par tous. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est hyper important? Parce que quand vous avez un bureau d'études spécialisé qui fait une étude, souvent vous avez des 200 pages de diagnostic, 50 pages de préconisation avec un langage pas facile pour plein de gens. Et vous avez une réunion de présentation des résultats où en 20 minutes, quelqu'un qui bosse dessus depuis un certain temps vous déroule sa réflexion et vous devez essayer de comprendre tout ce qu'il veut dire. C'est pas possible. Et donc, dans la manière dont je veux fonctionner, moi, c'est rester sur des documents comme celui-là, assez courts, compréhensibles. Ça, c'est pour les supports papier et de présentation, mais aussi de doubler ça de vidéos. C'est-à-dire que le compte rendu, j'ai dit à Technique Express, d'en faire non seulement un document, mais aussi une vidéo, ce qui permet, hop, je reviens, ce qui permet en fait, je vous envoie ça en amont d'atelier collectif qu'on va faire, et du coup, ça permet à chacun de se l'approprier, parce qu'il y a des sujets, certains vont comprendre de suite, et d'autres, ils peuvent avoir besoin de dire, ah, attends, là, je pense que j'ai compris, mais je ne suis pas sûr, je vais revoir ce qu'il vient de dire sur la dernière minute. L'idée, c'est vraiment de permettre de faire en sorte que quand on se rencontre ensemble, tous ensemble, après, tout le monde soit un peu sur le même niveau de compréhension, en tout cas qu'on puisse aller être beaucoup plus équilibré pour pouvoir permettre à chacun de se positionner, parce que si quelqu'un n'a pas compris, et moi, ça, je l'ai vécu beaucoup avec des élus, vous faites une réunion avec plein d'élus, mais en fait, il y a des élus qui sont à plein temps, qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, donc qui sont bien chevronnés sur le sujet, d'autres qui ont moins de temps, qui sont moins impliqués sur le sujet, et qui, du coup, s'ils ne comprennent pas, ils n'osent pas prendre la parole. C'est compliqué de prendre la parole. C'est compliqué, et c'est vrai pour tout le monde, c'est humain, de dire, attendez, excusez-moi, devant tout le monde, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Mais ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que dans ce que je veux faire avec Ferroviaire Démocratique, c'est de faire en sorte de faire des supports et des vidéos qui permettent de comprendre à chacun de comprendre l'essentiel et à son rythme. Et que du coup, quand on se voit ensemble, ça puisse faciliter du coup la participation de chacun parce que voilà, on ne se sent pas en insécurité parce qu'on ne comprend pas. Et le dernier élément important en termes pour moi de confort pour vous, c'est aussi d'avoir une mission packagée, facile à lancer. Je vais venir après sur les modalités, mais plutôt que, pendant une commune qui voudrait lancer ça, elle doit réfléchir à ce qu'elle veut mettre dans le cahier des charges, je mets un peu plus de ceci, de cela. Non. C'est-à-dire, voici, je vous propose de faire ça, pour tel prix, ni plus ni moins. Mais du coup, parce que l'objectif, c'est pas de résoudre tous les sujets, l'objectif, c'est d'explorer, de prendre un temps ensemble et de regarder, et que du coup, ça peut être facile pour passer à l'acte. Alors du coup, l'offre de lancement pour cette mission exploration, qui est un test, c'est grosso modo, moi, d'intervenir pendant 6 jours sur moi pour 5 000 €. Alors 6 jours, ça, pour l'instant, ça restera la théorie, parce que pour les premières interventions, il y a pas mal d'outils et de choses qu'il va falloir que je cale bien, donc ce sera, à mon avis, plus 10 que 6. Mais l'idée, c'est ça, c'est avoir 6 jours d'intervention pour 5 000 €. Pour les 3 premières missions, je n'imputerai pas les frais de déplacement. Voilà, l'idée, c'est, je n'ai pas insisté trop tout à l'heure, mais c'est de faire
tout le début préparatoire à distance et d'avoir une séquence en présentiel où je me déplace et on peut travailler ensemble tous autour d'une table. Alors, qui peut être intéressé par une telle mission? Bien sûr, ceux à qui on pense le plus facilement, c'est les élus locaux. Les élus volontaires qui vont dire, bah, attends, nous, on a marre de se faire interpeller par nos habitants parce qu'il n'y a pas assez de train dans la gare, on veut faire quelque chose, et on y va, on fonce. 5 000 €, c'est le prix d'aménagement de 2 places de parking quand on refait le goudron. On y va, on fonce. Et donc, on y va. Et donc, c'est les élus qui disent banco. Mais ça peut être aussi, en fait, et du coup, par rapport à la diversité des personnes qui participent à ce webinaire, ça peut aussi être professionnel, dans une collectivité, des associations, des citoyens qui vont dire à leurs élus, et Madame le maire, vous dites que vous voulez faire quelque chose sur le ferroviaire, mais regardez, Ferroviaire démocratique, ils proposent une mission exploration à 5 000 €. Voici le document qui présente tous les trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Troisième possibilité, peut être des professionnels. Dans les inscrits, il y a plusieurs professionnels qui étaient en bureau d'études d'urbanisme, d'experts du ferroviaire, de mobilité. Et vous vous dites, ce type de mission pourrait être un complément intéressant à un projet plus large auquel qu'on porte ou auquel on va candidater. Voilà, on peut avoir, et donc ça peut être aussi s'insérer comme ça dans une mission plus large que vous portez. Quatrième levier, c'est que ça peut être des associations qui disent, attendez, monsieur, madame les élus, nous on est prêts à faire une action si vous nous aidez. Vous n'êtes pas prêt à le porter vous-même, soit parce que vous n'avez pas envie de payer 5 000 € que votre commune, soit parce que vous n'avez pas envie de vous exposer, parce que c'est pas facile, forcément, de monter au créneau, etc. Et donc, ça peut être des associations qui disent, nous, on est prêt à porter l'action si vous nous soutenez. Donc, si la commune X, vous payez 2 000, que la commune Y donne 1 500 et que la commune Z donne 1 500 aussi, on peut le faire. Donc, ça peut être un moyen. C'est pour ça que je disais que certains pouvaient agir avec la Ferroviaire démocratique, même si aujourd'hui vous avez le sentiment que vous n'avez pas d'argent, mais on peut créer, je vous donner quelques billes sur des actions possibles, de montage possible, soit on peut avoir des élus volontaires où vous négociez avec chacun ce qu'il est prêt à payer, soit mettre en place une grille, etc., pour dire on y va, on avance, et donc nous on peut le porter. Alors, cette mission, elle n'est pas pour vous si, alors d'abord, la première réserve, c'est qu'étant président d'une association qui milite pour la création d'un RER toulousain, bien sûr, je n'interviendrai pas au titre de Ferroviaire démocratique sur le périmètre de ce projet-là. Je suis ouvert sur tout le reste de la France, mais dans la grande agglomération toulousaine, je n'interviendrai pas. Ça me paraît normal, mais c'est important quand même de le préciser. Une telle mission n'est pas pour vous non plus si vous attendez une recette magique. Il n'y a pas d'effet garanti. Je propose une méthode pour essayer de faire bouger les lignes, mais du coup, il n'y a jamais de résultat garanti. Vous n'êtes pas prêt à un minimum d'investissement. L'idée, c'est que moi, je puisse intervenir au mieux pour vous sur un temps limité. Donc, du coup, si je dois passer, par exemple, un jour à récupérer tous les documents parce que il faut chercher les grilles horaires, les documents, les PLU, etc., c'est le temps que je ne passerai pas pour produire. Donc, plus vous êtes prêt à vous investir, plus je pourrais être un levier pour vous. Et dernier cas, si vous souhaitez une intervention de 40 000 € pour 5 000 €, voilà. Si vous voulez une étude spécifique, vraiment très pointue sur le ferroviaire, il y a des bureaux d'études spécialisés qui font ça très bien, mais moi que je ne vais pas faire pour 5 000 €. L'idée, c'est de pouvoir balayer largement sur les différents leviers pour essayer pour faire bouger des lignes. C'est pas de faire, voilà. Donc du coup, ça me semble important de dire ça parce que voilà, on ne fait pas des miracles non plus. Alors, pourquoi, j'ai bientôt fini, pourquoi agir maintenant? Parce que
le ferroviaire donc, est un mode de transport qui nécessite du temps. Avant d'avoir des avancées, il faut du temps. Et ça rentre en confrontation forte à les attentes d'avancées concrètes des usagers, des citoyens qui galèrent, des personnes qui sont impactées par les zones à faible émission, qui se mettent en place progressivement, par exemple. Et donc, tout ce qui va se passer d'ici 2028 se joue en grande partie dans les 13 prochains mois. Je le disais, il y a le contrat plan État-région 2023-2027. C'est le moment où il faut arriver à faire mettre des choses dedans. S'il y a des choses qui ne sont pas dedans, ce sera plus compliqué pour voir des réalisations avant 2028. Les services annuels, je disais 2024 se jouent d'ici le 10 avril, pour l'essentiel. Et pour l'année prochaine, pour 2025, il faut être prêt à faire monter les choses, mobiliser d'ici la mi-avril 2024. En tout cas, ce qui est sûr, à mon sens, c'est que on peut avoir des fois dans les régions des régions qui sont volontaristes en termes de concertation, ça reste quand même assez limité. Et donc, sans mobilisation des acteurs locaux, eh bien, en fait, il reste, les élus, les maires, les citoyens, les associations, les entreprises resteront quand même peu associés aux décisions. Et donc, il faut agir. Et du coup, si vous pensez que je pourrais vous aider ou que je pourrais aider quelqu'un que vous connaissez, alors vous allez recevoir le replay et les supports par mail. J'ai mis dès demain, mais ce sera sûrement lundi matin. Et ce que je vous propose surtout, c'est une consultation, en fait, de prendre un moment, une demi-heure, pour ceux qui le souhaitent, pour discuter de vos problématiques. Alors, j'ai mis un petit lien où vous pouvez réserver des créneaux là, les mercredis et vendredis après-midi. N'hésitez pas à y aller. L'idée, c'est, voilà, moi j'ai présenté une méthode en général et on va pouvoir essayer de prendre un moment pour regarder qu'est-ce qu'il y en est chez vous, comment ça fonctionne. Et donc, du coup, vous pouvez faire ça avec des copains, avec d'autres élus, etc., etc. Comme vous voulez, je suis à votre disposition. Voilà. Prenons le temps de regarder ça tranquillement. Et voilà. Donc, on va pouvoir passer au temps des questions. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme question. Alors, première question de David. Comment s'explique selon vous cette différence française sur le cadencement? C'est d'abord par le manque de financement du ferroviaire. Parce qu'aujourd'hui, avoir un système cadencé nécessite d'avoir un réseau en bon état pour l'utiliser au maximum. Et en plus, pour faire la maintenance la nuit, au départ, ça coûte un peu plus cher. Mais quand on n'assure pas le financement de SNCF Réseau, du coup, SNCF Réseau a tendance à essayer de faire un maximum ce qui coûte moins cher. Voilà. C'est la première raison. 2, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui considèrent que les transports en commun, c'est grosso modo pour ceux qui n'ont pas le choix. C'est les pauvres, les jeunes et les vieux. Et donc, les pauvres, les jeunes et les vieux, bon, s'ils se déplacent, si c'est pas au top, c'est pas grave. Voilà. D'abord pour ça. Et dernier élément, peut-être, c'est que quelque chose qui est trompeur, c'est que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des régions qui sont volontaristes et qui disent: ah, je suis passé à. Par exemple, je prends la région Occitanie, qui est très volontariste sur le ferroviaire. Aujourd'hui, c'est 70 000 voyageurs par jour en TER et l'objectif, c'est de passer à 100 000. La région Occitanie, c'est 6 millions d'habitants. Du coup, comme les gens font en moyenne 4 déplacements par jour, c'est qu'il y a 24 millions de déplacements par jour sur la région Occitanie. 100 000, du coup, c'est rien. Mais si vous regardez sur le fait que vous visez de faire plus 30%, vous pouvez dire que c'est bien. Alors, du coup, alors si vous dites qu'il faut vraiment augmenter significativement, du coup, vous dites, bon, comment je change de système? Voilà, c'est la partie des choses. Voilà. Je ne sais pas si bien répondu. Hop, suivant. Alors, comment abordez-vous le financement des petites lignes avec le risque de fermeture à court terme? Alors,
comment les petites lignes et en plus le calendrier qui est serré, mais c'est sûr que c'est pas facile. Et du coup, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, il faut prendre les gens au mot. C'est-à-dire qu'en fait, officiellement, tout le monde est pour. Même ceux qui traînent des pattes, ils ont des discours, ils sont pour. C'est la première chose. Deux, effectivement, là, il y a un risque, entre le risque de fermeture à court terme et le CPER, je pense qu'il faut dramatiser, il faut en faire un enjeu, il faut arriver à dire comment on fait en sorte pour que d'ici juin, on montre l'enjeu de ce CPER et d'avoir des choses dedans. Voilà, là, il y a un timing qui est serré et sur lequel il ne faut pas traîner pour essayer d'agir. Mais je n'ai pas de recette magique. Alors, pour les modifications d'horaire de sillon. Alors oui, alors, si je fais... donc, à la mi-décembre, les horaires de ferroviaire changent partout en Europe. C'est ce qu'on appelle le service annuel. Donc, le service annuel 2024, il démarrera grosso modo le dimanche de la mi-décembre. Pour gérer ça, SNCF Réseau a mis tout en place un calendrier hyper complexe, mais qui, grosso modo, pour les créneaux réguliers, il faut faire le mandat pour l'année prochaine, d'ici le 10 avril. C'est grosso modo en avril. Il y a encore, pour des demandes d'ajustement, il y aura encore quelques allers-retours jusqu'à juillet, voire septembre. Mais sur la base de ça. Par contre, sur les trains spéciaux et événementiels, par contre, les délais sont plus courts. Nous, c'est grosso modo 3 mois. C'est qu'il faut qu'on fasse la demande de sillon 3 mois à l'avance pour que ce soit étudié, pour qu'on ait l'accord. Voilà, donc du coup, alors nous, après ça, nous, c'est l'association des trains historiques à Toulouse qu'on paye et qu'on mandate pour ça, qui s'occupe de tout ça. Mais grosso modo, le délai, c'est 3 mois. Le débat public sur le CPER 2023-2027 est bien maigre et ils se font déjà ficeler quand ils apparaissent en délibération dans les conseils régionaux. Comment faire? Effectivement, c'est pas simple, mais du coup, il y a deux choses à avoir en tête. La première chose, c'est que ces CPER, en fait, ils ont été déjà votés l'année dernière avec un volet mobilité provisoire. Donc déjà, vous devez pouvoir trouver, comme pour Occitanie, un CPER où il y a quelques indications sur ce qui est prévu sur le volet mobilité, sachant que ce n'était pas le volet finalisé pour la partie mobilité. Pour le reste, oui, parce que les préfets attendaient les orientations du gouvernement en termes d'investissement ferroviaire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé là. C'était l'annonce d'Elisabeth Borne il y a quelques semaines sur le plan à 100 milliards d'euros d'ici 2040, qui reste encore un peu flou, mais où grosso modo, les préfets devraient recevoir ou ont dû recevoir là les orientations du gouvernement pour négocier le volet mobilité définitif d'ici l'été. Donc là, il va falloir jouer rusé, donc ça dépend de la situation de partout. Mais déjà, regardez les délibérations qui ont été prises l'année dernière sur le CPER 2023-2027, vous aurez des éléments. Et du coup, il va falloir voir comment on peut essayer d'obtenir des choses en plus pour faire monter la pression et voilà, il faut travailler. Encore délibéré, tout sauf le volet, mais je ne trouve pas de maquette mobilité publique. Voilà, ben ça dépend. Chaque région, nous, il y avait des choses déjà en Occitanie, mais du coup, il va falloir partir à l'enquête. Proposez-vous des formules plus courtes ou légères de coaching? Alors, effectivement, c'est en réflexion. Du coup, c'est pour ça que je vous propose qu'on se voit, parce que du coup, j'essaie de dimensionner ce que je pourrais proposer comme service. Donc, moi, je suis ouvert. Et donc, du coup, prenons rendez-vous et je vais essayer d'affiner un peu les services que je pourrais proposer.
Plus de questions. Je rate. Alors, je rate du coup dans le module. Ah, est-ce que l'évaluation environnementale des projets de CPER sont rendus publics? Pas à ma connaissance. Surtout que du coup, en plus, ça va être. Là, il va avoir besoin de négocier rapidement les nouveaux projets, avec le risque quand même, c'est que d'un statu quo par rapport à ce qui était envisagé. Donc, c'est le moment de faire monter la pression, mais du coup, ça, je n'ai aucune idée. Hop. Tac. J'avais vu des questions. J'avais vu Nicole qui. Voilà, ça allait très vite. N'hésitez pas à remettre les questions dans les trucs, dans le module questions si vous avez posé dans le chat, parce que du coup, c'est pas facile de les retrouver. Alors, je vois Marc Jérôme, comment abordez-vous le financement des. Ah, mais ça, j'ai déjà posé. J'ai vu aussi Nicole qui avait mis quelque chose. Il n'y a pas de séparation SNCF réseau voyageurs en Suisse, n'est-ce pas? Alors, je vois que je ne connais pas bien le modèle d'État. Je pense quand même qu'il y a des filières séparées, mais comme ils ont en Suisse l'habitude de contractualiser les choses et dans le temps long, c'est beaucoup plus facile à gérer que chez nous. Nico, je vois qu'il pose la question. Dis-moi, quel est l'intérêt de la région, d'autorité organisatrice région, de maintenir des doublons de carte train? Je pense que ce que Nicole veut dire, c'est que effectivement, il y a certaines lignes où il n'y a pas beaucoup de trains. Les trains aux heures creuses sont remplacés par des bus. Et du coup, pour moi, ça reste un mystère parce que on démultiplie les moyens. Alors voilà, je pense on veut faire des économies sur la maintenance, donc on fait la maintenance dans la journée. Doublons à la même heure que le train. Ouais, il y a des historiques de passé aussi qui sont assez incroyables quand même. Et nous, on a beaucoup ça. Alors, maintenant que les régions. On avait aussi sur les bus, il y a deux choses. C'est qu'on a les bus qui étaient des bus TER, qui dépendaient déjà de la région, et les bus départementaux qui ont été transférés aux régions, où des fois, on va avoir. On avait jusqu'à présent les agglomérations, les départements et les régions qui avaient leur propre transport en commun. Il y avait des réseaux qui pouvaient être en parallèle. Et au lieu d'avoir des bus, des cars qui rabattaient vers les gares, ils étaient par la voie ferrée. Alors, je sais qu'en Occitanie, ils sont en train petit à petit de revoir ça, mais c'est long. Sachant que quand vous avez des bus qui mettent une plombe pour arriver, c'est pas très attractif. Mais des fois, ça peut être attractif pour des questions de tickets pas chers. Vous êtes-vous déjà investi sur les problématiques de réouverture de petites lignes? Non, pas encore, mais je suis prêt à explorer le sujet. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que du coup, dans le chat, c'est pas facile à voir. Sur Marseille, déjà 5 ans quand même. Hein. Alors, Nicole demande si quelqu'un d'autre que la région pourrait demander des sillons de circulation. En fait, il faut une autorité organisatrice des transports en commun. En fait, il n'y a pas de compétence ferroviaire qui dépendrait que de la région. La compétence de la région sont les transports en commun à l'échelle régionale, des dessertes régionales, quel que soit le mode, que ce soit en train ou en bus. Là, mais des fois, quand une agglomération ou un syndicat d'agglomération a une compétence transport, par exemple à Toulouse, TCO, sa compétence, c'est pas le métro et le bus. Sa compétence, sont les transports en commun dans son périmètre urbain, qui assure une desserte fine que ce soit en métro, en bus, en tramway, en téléphérique ou en train. Et donc, du coup, en fait, une autorité organisatrice
autre que la région peut tout à fait, dans les faits, normalement, demander des circulations pour les trains qui dépendraient uniquement d'elle, mais encore faut-il que ça corresponde à un périmètre pertinent et qu'elle soit prête voilà, à le faire hors de la région. Mais on peut aussi avoir des choses qui sont cofinancées. Par exemple, à Bordeaux et Strasbourg, les métropoles se sont mis d'accord pour cofinancer avec les régions l'amélioration des services ferroviaires, même quand ils dépassent leur périmètre, en considérant que ça améliorait les transports en commun dans leur périmètre. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je vois un message de Robert. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer le document et à le partager. Je pourrai le diffuser pour ceux qui le voudront. Donc, mon mail, c'est benoît@ferroviairedémocratique.fr. Voilà, un peu pour. Donc, du coup, je vais vous envoyer demain ou plus sûrement lundi le replay, le support et un document qui présentera un peu plus en détail la mission exploration. N'hésitez pas pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, à prendre rendez-vous et aussi à faire connaître ce webinaire. Donc, je le reproduirai le 13 mars et l'idée, c'est de le faire une fois par mois. Donc, si vous connaissez des élus, des citoyens, des entreprises, des professionnels qui veulent faire bouger les lignes aussi chez eux, n'hésitez pas à leur dire de s'inscrire aux prochaines sessions. Voilà. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir d'échanger avec vous. Je vous laisse finir les petits messages de revoir. À bientôt. Merci à tous. Ravi d'avoir pu vous présenter ces réflexions et voilà. Il n'y a plus qu'à. Et Nicolas et Léo, à ce soir.